Eiichiro Oda, probablement le mangaka dont les pages sont le plus décortiquées en quête d'indices sur la suite de l'œuvre. Et pour cause, les foreshadowing sont devenus une vraie tendance. Mais savons-nous réellement ce qu'est un foreshadowing? Salut, c'est Sencho, et aujourd'hui découvrons ensemble ce qu'est un foreshadowing. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais ici on aime bien les définitions. Commençons par nous mettre d'accord sur ce qu'est un foreshadowing. Un foreshadowing, pouvant se traduire par présage, est une technique narrative suggérant ou indiquant un événement futur, que ça soit de manière subtile ou évidente. Cela sert à préparer le lecteur ou le spectateur à ce qui va arriver dans la suite de l'histoire. Dans notre définition, on a les termes suggérer et indiquer un événement futur. L'un est plus ou moins sous-entendu, l'autre est explicite. Il va donc parfois être assez difficile d'estimer si l'on a réellement un foreshadowing devant nous. On peut aussi ajouter qu'un foreshadowing est censé donner un sens plus profond à l'histoire. En ayant connaissance de la suite, une seconde lecture devrait être différente de la première. Bon, ça c'était pour la partie technique. Mais si moi je devais évaluer un foreshadowing, je dirais que cela passe par deux critères. Quelle est l'importance de l'événement annoncé et quelle est la validité des indices proposés? Comme à notre habitude, appliquons ça à des exemples. On connaît tous ce foreshadowing et pour cause, c'est à mon sens l'un des meilleurs d'Oda. Je parle de la couverture du chapitre 520 mettant en scène la future Mordace. Pour rappel, ce chapitre s'inscrit dans l'arc Amazon Lily et nous annonçait un événement majeur du manga, la Mordace, qui se déroulera au chapitre 574. Au passage, repose en paix mon brave. Bon, rapidement, les indices qui pouvaient nous laisser comprendre la Mordace. Luffy, seul personnage dont on voit les cartes, en met deux en évidence. À sa droite, l'As de pique, l'As pour Ace, et on apprendra au chapitre 552 que Ace était le capitaine des pirates Spades, et à sa gauche, Brook, qui symbolise évidemment la mort. Luffy adoptera également la même position que sur cette couverture au moment de la mort d'Ace. Parlons maintenant d'un second foreshadowing. On va prendre un personnage qui revient souvent lorsque l'on parle de foreshadowing, celui qui annonce régulièrement des événements futurs à travers ses mensonges. Je parle évidemment d'Usopp. Dans le chapitre 24, Usopp parle d'un poisson rouge géant à Kaya. Ce même poisson apparaîtra au chapitre 129 à la toute fin de l'arc Little Garden. Analysons maintenant ces deux foreshadowings. Dans le premier, on a un événement majeur qui est annoncé, et les indices qui nous sont proposés ne semblent pas être dus au hasard, mais au contraire, avoir été laissés là volontairement. Dans le second, l'apparition du poisson est plus qu'anecdotique. Qu'il soit là ou non, cela ne change en réalité pas grand chose. De plus, le soi-disant indice qu'a donné Usopp n'en est en réalité pas un. On a donc vu ce qu'était un foreshadowing, mais cette notion est souvent confondue avec celle du fusil de Tchekhov. Voyons ensemble quelle différence il y a entre ces deux techniques narratives. La méthode du fusil de Tchekhov peut se résumer ainsi. Supprimer tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire, tout élément introduit doit absolument être utilisé. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. On parle de fusil car on peut illustrer ce principe de la manière suivante. Si dans le premier acte d'une histoire on voit un fusil, il faut alors qu'un coup de feu soit tiré dans le second ou le troisième acte. Sinon, ce fusil n'a rien à faire dans l'histoire. Dit autrement, c'est un principe narratif consistant à introduire un élément, que ce soit un objet ou une action, que si ce dernier a une utilité dans la suite de l'intrigue. Ainsi, le foreshadowing indique les événements futurs, le fusil de Tchekhov s'assure que les objets et actions introduits sont utilisés de manière significative. On voit bien que ces deux notions ne sont pas les mêmes, bien que souvent confondues. Prenons le cas du Tamate Bako. Après que Luffy ait offert le trésor de l'île des hommes poissons à Big Mom, nous apprenons que ce dernier est en réalité piégé, au chapitre 652. A ce stade, absolument rien ne nous laisse présager de comment sera utilisée cette bombe. Il faudra attendre le chapitre 871 pour la voir exploser, entraînant avec elle la destruction du château de Big Mom. Ici, il s'agit plus d'un fusil de Tchekhov que d'un foreshadowing. De même, on pourrait citer les supernovas, 9 pirates sans compter Luffy et Zoro, qui ont été introduits sur l'archipel Sabaody, pour ensuite être exploités tout le long du Nouveau Monde. En effet, nous sommes incapables lors de leur introduction de savoir lequel sera utilisé dans quel arc et à quelle fin. Si je devais résumer, je dirais qu'un élément est un foreshadowing s'il répond à la question « Comment va évoluer l'histoire ?» et un fusil de Tchekhov s'il répond à la question « Sera-t-il utilisé au cours de l'histoire ?» Le problème, c'est que Oda ne respecte pas toujours le principe du fusil de Tchekhov. En effet, il s'est laissé tout au long du manga un grand nombre de portes ouvertes qu'il n'exploite pas toujours. Le manga n'étant pas encore fini, on ne peut pas vraiment savoir quels éléments introduits ne seront jamais utilisés, mais il y en a tellement qu'il paraît compliqué de tous les exploiter. Par exemple, au chapitre 913, Hawkins annonce avoir une carte lui permettant de devenir plus fort que Luffy et Zoro réunis. Cette carte n'a malheureusement jamais vu le jour, et sachant comment l'arc Wano se termine, il y a de très faibles chances de la voir plus tard dans le manga. De fait, selon le principe du fusil de Tchekhov,
cette carte n'aurait jamais dû être évoquée. On peut également citer d'autres portes ouvertes comme la Cité d'Émeraude, les Pirates de l'espace ou encore les créatures du Triangle de Florian. Mais comme dit précédemment, le manga n'est pas fini et donc certains éléments pourraient être utilisés plus tard. Maintenant que l'on a vu ce qu'était un foreshadowing et comment ne pas le confondre avec un fusil de Tchekhov, on peut se demander ce que valent les foreshadowing d'Oda. Commençons par la couverture du chapitre 310, autre exemple très connu. On y voit Luffy, Robin et Usopp dans un style traditionnel japonais, accompagné d'un dragon rose, nous rappelant fortement Momonosuke. De plus, Luffy arbore sur sa tenue un emblème bien connu des lecteurs, celui de la famille Kozuki. Le parallèle avec Wano semble alors évident. Pour autant, pouvons-nous parler de foreshadowing? Comme nous l'avons vu précédemment, un foreshadowing introduit un élément d'une certaine importance dans l'œuvre et qui, en connaissant la suite, nous offre une relecture différente. Admettons que l'on ait compris à l'époque que cet emblème était celui des Kozuki et qu'il y aurait un dragon rose. Qu'est-ce que cela nous apporte? Absolument rien. Cela ne répond en aucun cas à la question comment va évoluer l'histoire, et même en relisant le manga, lorsque l'on voit ça, on est amusé, mais le récit reste strictement le même. Ici, nous n'avons pas un foreshadowing, mais plutôt un easter egg. Abordons maintenant le chapitre 86, dans lequel Kurobi, un sous-fifre d'Arlong, dit à Sanji que ce dernier n'est pas un humain ordinaire. Ceci serait un signe annonciateur du chapitre 852, dans lequel nous apprenons que Sanji est issu d'une expérience génétique ratée du Germa Double Six. Bon, admettons que Oda avait déjà planifié les origines de Sanji à l'époque. Est-ce que dire que Sanji n'est pas un humain ordinaire est réellement un indice? Sans mauvaise foi aucune, on peut dire qu'aucun membre des Mugiwara n'est un humain ordinaire. Même à l'époque d'Arlong, on pouvait au moins dire la même chose de Luffy, Zoro et Sanji, qualifiés de Monster Trio. Nami, quant à elle, essayait de sauver son île en négociant directement avec la bande ennemie et en dérobant nombre de pirates. Peut-on la qualifier d'humaine ordinaire? À la limite, le seul pour qui cela se discute, c'est Usopp. Mais c'est tout. On voit donc que l'indice proposé n'en est pas un. Cela n'est même pas un easter egg. Enfin, on peut aussi parler de l'imagination des fans qui suranalysent parfois ce que fait Oda. Prenons le cas de la couverture du chapitre 784, où l'on voit les Mugiwara faire un pique-nique avec des zombies. Cette couverture a longtemps été interprétée comme un foreshadowing de la mort de Zoro. En effet, ce dernier est le seul Mugiwara à être assis sur une tombe, sur laquelle on peut lire le numéro 944 et le mot pirate. De plus, sur son t-shirt, il est écrit Ultimo et mejor, donc le dernier est le meilleur en espagnol, le tout accompagné d'une tête de mort. Il n'en fallait pas plus pour que certains y voient la révélation de la mort de Zoro au chapitre 944. En réalité, qu'en est-il? Le chapitre 944 est passé et Zoro va très bien. Ce chapitre fait suite à la mort de Yasue. Certains se diront alors que c'était là le vrai message de la couverture et que Zoro est sur une tombe car c'est celui qui s'est le plus rapproché de Yasue. Au passage, repose en paix en brave. Bon, pourquoi pas, mais Yasue n'est pas un pirate. Même en se limitant aux éléments avancés par les théoriciens, cela ne tient pas debout. Oda a potentiellement juste dessiné ce qui lui passait par la tête de mort car Zoro est un pirate, le numéro 944 pour accompagner la pierre d'une date random, et c'est tout. Il faut reconnaître que parfois notre imagination nous trompe. Concluons. Dans cette vidéo, j'ai essentiellement critiqué les faux foreshadowing d'Oda. Et évidemment, l'auteur a écrit plus d'un foreshadowing qualitatif, comme celui de la mort d'Ace, ou celui des 3 coupes de saké au chapitre 558. Mais il y a déjà tant de vidéos qui les détaillent que j'ai estimé qu'il était plus intéressant de voir ensemble ce qui n'en est pas un, pour que vous puissiez à votre tour, la prochaine fois que l'on vous en présente, les analyser, construire votre propre réflexion et déterminer s'il s'agit ou non d'un foreshadowing. Sur ce, nous finissons cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.